Je travaille dans une boîte de lesbiennes sur les grands boulevards à Paris qui s'appelle Le Pulp. Et j'organise des soirées, je fais la programmation et je lance un label qui s'appelle Kill the DJ. Mes années 2000 se passeront essentiellement la nuit. Le Pulp, ça marque une coupure quand même par rapport à la club culture, on va dire, et la nuit. Juste avant le Pulp, on est plutôt d'un point de vue musical et par rapport à la house et la techno, on est dans une période où les artistes vont sampler vachement de disco, de funk, de soul. Donc il y a un esprit assez hédoniste, assez frais. Et le début des années 2000, ça marque un vrai tournant dans ce monde-là, en fait, parce que d'un seul coup, c'est un peu le retour de la darkness, on va dire. On se met à sampler du rock, la musique devient plus dure. C'est là où est née toute une génération d'artistes, Chloé Cardini, Scratch Massive, Arnaud Robotini, Ivan Smag, The Hacker, Miss Kittin au départ, Sextoy aussi. Des gens qui sont petits au départ hein, et qui vont devenir des stars plus tard et qui vont marquer la club culture internationale derrière en fait quoi. Et puis le Pulp, faut pas oublier que c'est une boîte de lesbiennes. Et donc c'est un club politique, on va dire. C'est-à-dire que c'est d'un seul coup les lesbiennes qui étaient considérées comme un peu chiantes, profs de latin, un peu tristes. Ça, c'est l'image lesbophobe des lesbiennes, en fait. C'est le moment où les lesbiennes deviennent rock and roll, quoi. Au Pulp, les meufs, elles ont les cheveux courts, elles sont tatouées, elles n'ont pas peur de ce qu'elles sont, elles sont fières de ce qu'elles sont. C'est un peu sexe, drogue et techno-musique en fait. En 2001 aussi, je lance au Pulp une soirée qui s'appelle Kill the DJ. Et Kill the DJ deviendra après, petit à petit, un label de disques où on continuera à faire des soirées, à faire de la curation, à développer des artistes et ainsi de suite. Enfin, moi, j'ai toujours pris ce truc-là comme un outil de militantisme, en fait. C'est un truc qui est, encore une fois, comme l'était le Pulp, un truc très rock'n'roll et en même temps très militant, en fait où la musique et le développement des artistes nous sert à développer une espèce d'esthétique et de vision du monde. Je suis chez moi, on m'appelle et on me dit allume la télé, il se passe un truc complètement hallucinant aux États-Unis. Et en fait, j'ai passé la journée devant la télé en fait. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a les images du premier avion et qu'on assiste en direct au deuxième avion qui s'écrase sur la tour, quoi. C'est délirant en fait. Donc c'est une espèce de film catastrophe qu'on vit en direct. Et c'est surtout ce truc où on ne comprend pas ce qui se passe en fait. Bon, on en parlera plus tard, mais c'est le début d'un nouveau monde en fait. Par rapport à mon parcours et mes préoccupations, je crois que l'auteur des années 2000, c'est quand même Judith Butler. Judith Butler qui a écrit dans les années 90 Trouble dans le genre, et c'est traduit en France dans les années 2000. Et en tant que queer, en fait, c'est d'un seul coup, on ouvre les portes de la grange, très très grand, et ça nous donne des outils pour aller beaucoup plus loin dans penser nos identités, en fait. L'identité de genre comme étant une construction sociale et pas comme étant un acquis biologique, en fait. Et ça change complètement notre rapport au monde. À l'époque, je suis une jeune butch, enfin une butch de 30 ans en fait. Donc on me dit que je suis une fille, on va dire, virile. Même si la virilité, ça veut rien dire après Judith Butler. Qu'est-ce que ça veut dire la virilité, la masculinité, et ainsi de suite. Et d'un seul coup, c'est un truc qui est un peu stigmatisant. Et d'un seul coup, on a un outil pour pouvoir comprendre ça, l'assumer, en être fier. Et c'est un outil supplémentaire de fierté pour les queers, en fait, on va dire. Et c'est le début du queer, en fait. Le début des années 2000, le mot queer n'existe pas, quoi. C'est beaucoup de possibles d'un seul coup. Pour pouvoir déconstruire complètement les stéréotypes qui nous handicapent et qui nous bloquent et qui nous stigmatisent dans la société, en fait. Donc c'est un outil d'émancipation essentiel. Mais je crois que le cinéaste qui marque les années 2000, c'est Miyazaki, en fait. La poésie dans l'horreur.
mettre de la poésie dans la darkness, c'est un vrai coup de force en fait. Et c'est assez salvateur en fait, en tant qu'individu en fait. Parce que quand les choses sont sombres, on est tout serré en fait, quoi, tu vois. Et Miyazaki, d'un seul coup, dans ce truc tout serré, il ouvre en fait. C'est Peaches en fait, l'album qui s'appelle The Teaches of Peaches. L'an dernier, on a fêté les 20 ans et Peaches, c'est la première guest de Kiss the DJ. La première soirée Kiss the DJ au Pulp, le flyer, c'était fond blanc avec écrit tout va bien se passer. Il n'y avait pas de line-up, il n'y avait rien. Il y avait la date, c'est tout. Et en fait, le line-up, c'était un line-up de festival, mais dans une boîte pourrie avec une sono de caravane, avec Yvan Smag, Laurent Garnier et Peaches Live. C'était quand même un plateau, attention, quoi, tu vois. Alors, tout ça gratuit, important. Et Peaches, pour moi, c'est vraiment l'album et l'artiste des années 2000. C'est-à-dire que elle, c'est l'arrivée du sexe positif, l'arrivée de la libération des femmes d'un point de vue sexuel. On assume complètement et on le fait dans la joie et la bonne humeur, quoi. Et je me rappellerai toujours de elle debout sur un plot au milieu du pulp, en fait, avec Gonzalez. Il y avait Gonzalez qui était là. Avec une espèce de culotte rouge, un sky, avec ses poils qui sortaient sur le côté, des barésilles complètement déchirées, hyper provocatrice, qui prenait une bouteille de bière, qui la faisait mousser comme ça et qui la faisait comme si elle éjaculait sur tout le monde, qui en foutait plein la tête à tout le monde. Et c'est vraiment, et elle est toujours là, Peaches, quoi. Et son album, quand tu le réécoutes, est toujours d'actualité, est toujours aussi fort. C'est l'arrivée encore une fois, du sexe positif pour les filles, en fait. Non, mais qu'est-ce que c'était bien! Mais qu'est-ce que c'était fou! Qu'est-ce que c'était libre, en fait! Qu'est-ce que c'était. Il y avait un truc joyeux, mais en même temps, un truc revendicatif, très très fort, quoi. La revendication dans la joie, en fait. Et je t'éjacule à la gueule et tu vas m'en foutre la paix, en fait. Bizarrement, je me suis rappelée d'une expo de Ron Mouek à la Fondation Cartier. Il faisait des espèces, je ne sais pas si on peut dire des statues hyper réalistes en cire en fait, avec des scènes de la vie normale en fait, de la vie réelle, des personnages, sauf qu'ils étaient soit trop petits, soit trop grands, enfin c'était un peu disproportionné. Mais il y avait cette espèce d'hyper réalité en fait, qui était assez flippante en fait, qui est assez angoissante. Et cette expo m'avait assez terrorisée quoi. Et c'était la grande époque, la grosse hype de Maurizio Cattelan aussi, j'ai l'impression, les années 2000 en fait. Et il y a ce truc d'hyper réalité quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que les années 2000, il y a plein d'endroits où c'est vraiment les pieds collés par terre quoi. Il n'y a pas beaucoup de poésie, il n'y a pas beaucoup de rêves, il n'y a pas beaucoup de fantasmagorie. C'est Ben Laden, quoi. C'est 2001, les attentats et le terrorisme hein, qui donne naissance derrière à l'État islamique et ainsi de suite, et qui arrive, qu'on subit encore toujours aujourd'hui. Et qui crée petit à petit, de manière hyper insidieuse, 20 ans après, une société de la peur, une société du contrôle, une société du repli sur soi, qui donne aujourd'hui, 20 ans après, une espèce de société pré-fasciste, où on est prêt à sacrifier nos libertés et on trouve ça normal pour assurer notre sécurité. La sécurité de quoi? Être en sécurité par rapport à quoi? S'il y a un fou qui veut foutre une bombe, c'est pas parce qu'il y aura un flic à chaque rue qui nous surveillera que ça changera. Euh, où on accepte petit à petit de rogner sur nos libertés. Et ça donne aujourd'hui, moi je crois profondément qu'on est dans une société pré-fasciste et qu'on va tomber dans le fascisme peut-être. Et c'est pour moi la figure des années 2000 qu'on subit encore aujourd'hui et qui a profondément, profondément marqué la société, l'évolution de la société et là où on va aujourd'hui. Quoi. C'est lui en fait. Il n'y a personne d'autre qui a autant changé la société. Quoi. Je crois que c'était une soirée au Pulp, un vendredi soir. On avait invité, il y avait des prostituées japonaises qui faisaient aussi de la prévention. Et de la prévention sida, de la prévention aux maladies sexuellement transmissibles, en fait, et qui étaient en tournée en Europe. Hein. Je ne sais pas comment on était tombé sur elles, et elles faisaient des petites performances, et donc on les avait invitées au Pulp à venir. Et donc,
Elles avaient fait une espèce de performance et d'un seul coup, elles étaient assises sur un plot, elles ont écarté les jambes et elles ont commencé à sortir des fanions de leur chatte, comme ça, de tous les pays. Et ça s'arrêtait jamais, en fait. Ça s'arrêtait jamais, tout le monde criait très fort, tout le monde applaudissait très fort. Et c'était le monde qui sortait de leur chatte comme ça, et on était tous étonnés à se dire qu'il y avait autant de pays dans le monde, en fait. Et je crois que c'est le souvenir, un des souvenirs les plus fous, les plus rigolos, et qui résume un peu aussi euh, la folie, le côté sauvage, le côté contre-culture, le côté euh, ouais, wild de ces années-là, parce que mine de rien, ça a été des années très très wild en fait. Une rencontre qui a été très très forte pour moi, je crois que c'est d'avoir eu la chance de rencontrer Andrew Weatherall, qui est mort il y a un an, qui est un producteur, un DJ anglais, qui pour moi est un vrai modèle en fait d'intégrité, quelqu'un qui a un regard sur la musique et la culture, qui a toujours été à la marge et qui a toujours été, qui est toujours resté dans l'underground en fait. Le mec a quand même produit Scrima Delica de Primal Scream, qui a été quand même un album fondateur et qui a ouvert les portes de ce qu'on appelle l'acid house en Angleterre, hein, donc, et qui est un mouvement qui a changé la face euh, du monde, hein, on va dire. La house music, la techno, ça a changé la face du monde quand même, quoi. C'est la dernière grande révolution musicale après le rock and roll, quoi. Il aurait pu devenir un grand producteur avec, tu vois, genre derrière son gros fauteuil, à produire des grands groupes de pop. Et non, le mec, il a toujours été chercher plus loin, qui a toujours eu cet esprit, je pense, un vrai esprit punk. C'est-à-dire ce côté un peu, toujours une tendresse pour tout ce qui est cassé, pour tout ce qui est à la marge, pour tout ce qui est un peu loose. Et bien sûr, c'est ça les vrais gens. C'est ça, c'est ça qui est intéressant. Les winners, on n'en a rien à foutre, ça n'a aucun intérêt. Les winners, c'est dégueulasse, c'est capitaliste, c'est moche en fait. Et je crois que c'est une rencontre assez essentielle pour moi et qui a été, c'est quelqu'un qui est un modèle en fait. Aujourd'hui, il y a tout qui est post ou prêt, en fait. Et je crois que les années 2000, c'est prêt, et que maintenant, on est dans le post. On est dans le post-queer, on est dans le post-LGBT, dans euh, le post-colonialisme, pré-fascisme, post-capitalisme. Et peut-être que les années 2000, c'est le pré du post.